Alors Stéphane, on vous connaît bien dans cette salle, hein, puisque vous êtes déjà venu nous présenter plusieurs ouvrages. Le dernier en date, c'était un enfant plein d'angoisse et très sage. On rappelle les autotamponneuses aussi. Puis voici donc Les Belles Ambitieuses, d'après un vers d'Alfred de Musset. J'ai envie de vous laisser tout de suite la parole, peut-être pour nous parler d'Amblard, puisqu'Amblard est le héros de cette histoire. En quelques mots, racontez-nous qui est Amblard et racontez-nous son histoire. Amblard est un pauvre type qui a 25 ans, qui est énarque et polytechnicien, et qui fait, au début du livre, et qui fait son service militaire au 76e régiment d'infanterie, comme Proust, et il décide un beau jour de se donner entièrement au plaisir de la vie. Il préfère rester au lit avec la femme qu'il aime, plutôt que d'aller à son ministère et de faire carrière. Ce qui veut dire qu'il n'a pas d'ambition ? Il a l'ambition d'aimer la vie sous toutes ses formes. C'est un grand paresseux. Et il découvre ça au moment où il doit faire carrière. Alors évidemment, il ne va pas faire ce qu'on attend de lui, ce qui va lui valoir pas mal de problèmes. Amblard Blamont-Chauvry, tel est son nom, est issu de la bonne société versaillaise. Il a autour de lui des amis, il y a aussi pas mal de femmes qui tournent lui. Il y en a 4 d'ailleurs qui vont être très importantes dans son parcours de générations différentes. Ce sont elles, les belles ambitieuses? Oui, c'est ça. Il y a 4... alors le pauvre vieux, il va être embêté dans cette forte résolution de ne rien faire par 4 femmes ambitieuses. D'abord sa marraine, la comtesse de Florensac. Qui ulule. Elle a un salon. Alors on est à Paris dans les années 70. Elle a un salon et elle veut être une des femmes influentes. Elle a 2-3 voix à l'Académie française, elle couche avec des ministres en exercice, enfin bref, une femme du monde. J'ai relevé cette phrase concernant la comtesse, la marraine, qui sort du gouvernement, sort de son lit. Exactement, Tout est dit. Parce qu'il faut tenir son rang. Un ministre en exercice, ça va, un ministre déchu, non. Donc ça, c'est sa marraine, la comtesse de Florensac. Ensuite, il y a sa femme, Isabelle Surgère. Alors elle a pour ambition, elle a fait aussi de brillantes études, elle a pour ambition de peser sur le monde. Elle a une ambition politique, elle a une ambition de vouloir changer la vie, comme on disait dans les années 70, quand on était de gauche, et elle est de gauche, parce que c'est à la mode ces années-là. Il y a ensuite la 3e femme ambitieuse, parce que le roman dure 25 ans. Donc la génération plus tard, il y a une autre ambitieuse, c'est sa filleule, Maxime d'Audignon. Elle a pour ambition, elle, d'aider les plus démunis. Et les plus démunis, c'est les animaux, et parmi les animaux, les chevaux. Donc elle veut créer un haras dans la région de Versailles pour recueillir les chevaux abandonnés. Et la 4e. Et la 4e. Parce qu'on peut bien le dire, puisqu'elle est présente du premier au dernier chapitre. Elle s'appelle Coquelicot. Coquelicot, c'est son surnom. Et le surnom lui vient parce qu'il se rencontre en fait le 15 mai 1972 à Versailles lors d'un voyage de la reine d'Angleterre. Amblard fait partie du détachement allant chercher la reine et le duc d'Édimbourg à Orly. Et puis Coquelicot, c'est une hôtesse chargée de je ne sais pas quoi. Un petit peu de diriger les gens pour qu'ils ne se perdent pas dans les couloirs. Elle a une robe couleur coquelicot. Et il trouve ça ravissant, et donc il l'appelle Coquelicot. Alors finalement, il va être amoureux d'elle. Mais ce n'est pas elle qu'il va épouser, c'est donc la fameuse Isabelle. À propos du mariage, notre fameux Amblard dit « Se marier, c'est devenir un mari, c'est aussi devenir un gendre, un beau-frère, un cousin par alliance, c'est se donner des obligations pour des gens dont le plus souvent nous n'avons rien à faire. Les conversations que j'ai dû supporter d'un raseur pour la seule raison que je baisais sa fille. Si on n'y prend pas garde, on se retrouve marié quand on prend juste plaisir à être ensemble. Mal assorti, le mariage est un crime parfait, de mort. Le criminel, la société, n'est jamais puni. » C'est la vision qu'il a du mariage. C'est sa vision à lui? Pardon? C'est sa vision à lui? C'est sa vision à lui, uniquement? Bien entendu. Oui, parce que c'est le narrateur. Donc moi, je suis au service des personnages, comme disent tous les auteurs Stéphane, de mauvaise foi. Comment définiriez-vous votre roman? On l'a compris, il y a beaucoup d'esprit dans votre écriture. C'est une comédie de boulevard, c'est un conte féroce, une étude de mort, une autobiographie déguisée, c'est quoi? Je dirais que c'est une comédie mélancolique. Parce que je sais que je connais les malheurs du monde, je sais que nous sommes malheureux, je sais que la vie est moche, mais j'essaie de cacher ces malheurs avec des petits bonheurs. Voyez, je pense que la vie est vraiment à pleurer, mais c'est parce qu'elle est à pleurer qu'il faut la chanter. C'est le principe de la comédie, c'est de faire rire là où on devrait pleurer.
Comprenez-vous? Donc, et je trouve que, d'ailleurs, vous voyez, il y a une expression qui dit des rires s'élevèrent. Donc, quand on rit, on s'élève. Et les rires s'élèvent, mais nous élèvent aussi. Ils nous élèvent dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que le rire nous éduque et le rire nous grandit, à condition qu'il soit naturel, bien entendu. Pourquoi faites-vous le choix d'emprunter à Musset ce titre, Les Belles Ambitieuses? Oh, bah, par flemme. Mais non, ben parce que vous savez, c'est le poème sur 3 marches de marbre rose. Alfred de Musset est à Versailles et il regarde 3 marches dans le parc, 3 marches de marbre rose, et il se rappelle où il imagine tous les gens qui sont passés par là, que de rois, de princes, de prélats, que de marquis à grand fracas, que de belles ambitieuses. Vous avez, voilà. Et donc c'est un peu plus long, c'est un peu trop long d'ailleurs. C'est le problème des poèmes de Musset, c'est qu'ils sont un peu trop longs. Et donc j'ai coupé. Avec ces 4 femmes, vous n'avez pas peur? Ces 4 femmes dont on l'a dit, elles sont assez ambitieuses. Et c'est vrai qu'à part Coquelicot qui prend la vie comme elle vient, que ce soit la comtesse, Isabelle, elles ont vraiment envie d'avancer, quitte peut-être parfois à faire des dégâts collatéraux. Vous n'avez pas peur de vous mettre le public féminin à dos? J'espère que non, parce que c'est beau l'ambition. Coquelicot a pour ambition de renforcer, de s'occuper de ceux qu'elle aime. C'est une belle ambition. La marraine aussi, finalement, elle a l'ambition d'être influente. C'est bien. Isabelle Surgère, elle a l'ambition de changer la vie. Pourquoi pas? Bon courage. Et puis, quant à Max de Dignon, ben, elle aide les chevaux. Non, c'est des femmes formidables, je trouve. Votre roman s'étend sur 25-30 ans, vous nous l'avez dit. Vous dressez un tableau de la société française avec parfois beaucoup de causticité, avec parfois beaucoup de sévérité, même si tout cela est dilué dans énormément d'humour, de dérision. Vous réglez des comptes dans vos romans et peut-être dans celui-ci? Non. Les contes d'Hoffmann, on me le fait souvent. Mais non, je n'y avais même pas pensé, pardon. Je ne règle aucun compte, simplement. Non, le début des années 70 est intéressant pour moi parce qu'il me semble, d'abord, c'est bien d'avoir de la distance par rapport à ce qu'on raconte quand on fait du roman, parce qu'autrement on fait du journalisme. C'est bien aussi. Mais le début des années 70, c'est le moment, me semble-t-il, où la technocratie prend le pas sur la politique. C'est-à-dire que les gens choisissent les hommes politiques, mais les hommes politiques sont aux mains des techniciens. C'est quand même la décennie où un énarque et polytechnicien entre à l'Élysée. Or, Amblard est énarque et il est polytechnicien, c'est-à-dire qu'il connaît le monde des élites du dedans. Et il sait ce qui l'attend et il n'en veut pas. Vous choisissez de placer votre roman à Versailles, dans la bonne société versaillaise, Paris aussi, parfois, Washington, puisqu'Amblard va partir à l'ambassade de France. Mais finalement, le roman est universel. Il nous parle d'ambition et il nous parle aussi du choix qui va peut-être à contre-courant de la société, c'est-à-dire jouir simplement de la vie sans se préoccuper des autres. Et il nous parle d'une chose très importante qui est la paresse. Je voudrais peut-être qu'on réfléchisse sur la réhabilitation de la paresse, parce que Amblard rejoint finalement une compagnie de grands paresseux de la littérature mondiale, pardon de me hausser du col, mais vous avez, par exemple, en Russie, au milieu du 19e siècle, vous avez Oblomov, le roman de Goncharov. Oblomov est une figure nationale en Russie, encore maintenant. C'est un grand paresseux, c'est quelqu'un qui ne peut pas quitter son lit. Vous avez, à la même époque, aux États-Unis, Bartleby, d'Herman Melville, vous savez, qui préfère ne pas travailler. Vous avez ensuite, pendant la guerre, en Suisse, comment il s'appelle, Robert Walser, un petit livre qui s'appelle La Promenade, d'un type qui, un matin, quitte son bureau pour aller se promener. Vous avez Le Baron Perché d'Italo Calvino. Vous avez Albert Cossery, Les Fainéants de la Vallée Fertile. Vous avez aussi au cinéma Alexandre le Bienheureux, en 67, juste avant 68. Avec Philippe Noiret, vous voyez. Et donc, je crois qu'Amblard s'inscrit dans cette glorieuse lignée de gens qui ne veulent rien faire. Amblard nous dit, puisque c'est lui qui raconte l'histoire, que la société, c'est le bal des cons et que lui ne veut pas danser. C'est ça, il préfère rester au bar à ricaner. Quel est votre regard, à vous, Stéphane Hoffmann, sur la société? Est-ce que finalement, il y a de vous dans cette écriture? Oh bah, oui, forcément, bien sûr. Mais vous savez, je crois qu'il faut... quand on écrit un roman, il faut écrire avec le plus parfait naturel. Comme disait mon ami La Fontaine, encore un Versaillais, ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Il faut essayer d'être gracieux.
Ce que l'on aime dans vos romans, Stéphane Hoffmann, c'est que vous faites passer des messages, vous nous dites des choses bien sérieuses avec un grand sourire. En vous lisant, moi j'ai pensé à Proust pour la description, à Giraudoux pour le style, à Guitry pour l'insolence. Ça vous va, ça, comme description? Et allez donc. Ça vous convient? Bien sûr, continuez. Si vous deviez définir... Pourquoi ces restrictions? Si vous deviez définir votre style, Stéphane Hoffmann? Eh ben, j'espère naturel, comme disait un de mes maîtres, Félicien Marceau, écrivez ce qui vous chante, pourvu que ça chante. C'est votre actualité, ça s'appelle Les Belles Ambitieuses. Merci Stéphane Hoffmann.